Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds comme un enfant Il est important de préciser que l'anémie n'est pas une maladie. Ça, c'est vraiment important de préciser. L'anémie n'est pas une maladie. L'anémie, c'est une anomalie. C'est une anomalie biologique. C'est un signe d'alarme que l'organisme nous envoie pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour être simple, dans notre sang, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les globules rouges, il y a les globules blancs et il y a les plaquettes. Lorsqu'on parle d'anémie, on se réfère aux globules rouges. Dans ce globule rouge, il y a une structure qui est un peu comme un véhicule, un transporteur, dont le rôle est de récupérer l'oxygène, de transporter l'oxygène et de diffuser l'oxygène dans tout notre corps. Ce transporteur s'appelle hémoglobine. C'est lorsque la quantité de ce transporteur qu'on appelle hémoglobine chute qu'on parle d'anémie. Donc, fondamentalement, l'anémie n'est pas une maladie, c'est une anomalie due à la diminution de la quantité d'hémoglobine. Et à partir du moment où ce n'est pas une maladie, c'est un signe d'alarme que l'organisme nous envoie. Il faut aller regarder derrière ce signe d'alarme, qu'est-ce qui est responsable de cette anomalie. Alors, lorsqu'on parle d'anémie, il faut savoir que ce qui peut en être responsable, ce que nous appelons les causes d'anémie, elles sont très nombreuses. Mais vraiment, elles sont très nombreuses. On peut en citer des centaines. On va donner quelques exemples pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Lorsque je prends par exemple le cas du paludisme, le paludisme, c'est une infection parasitaire. Le germe qui est responsable du paludisme se développe à l'intérieur du globule rouge. Il se multiplie à l'intérieur du globule rouge. Et en se multipliant à l'intérieur du globule rouge, il va arriver une situation où le globule rouge va se casser. Et quand le globule rouge va se casser, le transporteur dont on vient de parler tantôt, qu'on appelle hémoglobine, va être déversé dans le sang. Conséquence, la structure de l'hémoglobine va être dégradée. Et quand elle est dégradée, le taux d'hémoglobine va chuter. C'est ce qui sera responsable de l'anémie dans le paludisme, par exemple. Et comme corollaire, à partir du moment où l'hémoglobine est détruite, vous allez avoir les yeux du patient qui seront jaunes, vous allez avoir le patient qui va uriner, ça va être comme Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle classiquement une hémolyse en matière de médecine. Donc, lorsqu'on prend par exemple le paludisme qui est quand même une cause importante d'anémie dans notre contexte, le mécanisme qui est responsable de l'anémie dans le paludisme, c'est ce qu'on appelle une hémolyse, une destruction, une dégradation des globules rouges et par conséquent une dégradation de l'hémoglobine. Mais comme je l'ai dit, les causes sont très nombreuses. La carence en fer est une cause parmi des centaines de causes d'anémie. Il y a certains parasites qui vont rester dans le tube digestif et qui seront responsables de cette carence en fer, par exemple. Donc, une parasitose intestinale peut être à l'origine d'une anémie. Un cancer peut être à l'origine d'une anémie. Une insuffisance rénale peut être à l'origine d'une anémie. Un trouble sur la thyroïde peut être responsable d'une anémie. La moelle osseuse, qui est l'organe qui fabrique les globules rouges, peut tomber malade. Ce sera responsable d'une anémie. Donc les causes d'anémie sont très nombreuses. C'est pour cela que chaque fois qu'un patient vient pour un problème d'anémie, il faut de façon posée, de façon patiente, de façon méthodique et surtout de façon rigoureuse, réfléchir pas à pas pour retrouver la cause ou les causes qui se cachent derrière cette anémie. Parce que c'est seulement ainsi que vous pourrez lui proposer un traitement efficace. Alors, c'est vrai que le paludisme entraîne une anémie, mais ce n'est pas la fièvre qui entraîne l'anémie. La fièvre est une manifestation du paludisme. C'est l'un des signes qu'on rencontre dans le paludisme. Mais ce qui est responsable de l'anémie dans le paludisme, c'est le germe qui est responsable du paludisme. Notamment par exemple le Plasmodium falciparum. Ce Plasmodium, pour son développement, une fois que l'anophèle vous a piqué, l'anophèle va déposer le germe, le Plasmodium, dans votre sang.
Une fois que le germe est déposé dans le sang, le germe va se multiplier, va grandir et va coloniser les globules rouges. Il va rentrer à l'intérieur du globule rouge pour continuer sa maturation, pour continuer son développement, pour continuer sa multiplication. Et donc, le globule rouge sera gorgé de plusieurs parasites. Et à un certain moment, le globule rouge va s'éclater. Et à force que le globule rouge s'éclate, plus le globule rouge s'éclate, plus le taux d'hémoglobine chute et progressivement, on se retrouve devant une anémie grave. Et c'est pour ça que dans notre contexte, le paludisme est un facteur important dans les causes d'anémie. Pour vous donner une idée de la question, près de 60% des poches de culot globulaires prélevées dans notre contexte sont utilisées dans le traitement du paludisme. Ça fait quand même énorme, c'est beaucoup ce que le paludisme consomme en matière de transfusion. Donc, ce n'est pas la fièvre qui est responsable de l'anémie, c'est le germe même responsable du paludisme qui crée la destruction des globules rouges et qui est responsable de cette anémie-là. On entend souvent, beaucoup de monde disent quand on met l'enfant sous antibiotiques, enfant par exemple, on dit non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans la mesure où il y a certaines formes d'anémie, par exemple, qui sont dues à des infections bactériennes, notamment des infections bactériennes qui durent dans le temps, ce que nous appelons les infections chroniques. Et dans ces infections chroniques-là, on a une forme d'anémie qu'on appelle anémie inflammatoire. Dans cette anémie-là, le fait est là, le fait est dans l'organisme de l'enfant ou du sujet adulte même, mais le fait est détourné vers les germes, vers ces bactéries-là qui ont besoin du fer pour se multiplier. Donc, l'infection, c'est elle qui est responsable de cette anémie. L'infection chronique, l'inflammation chronique, c'est elle qui est responsable de cette anémie. Et justement, pour pouvoir corriger cette anémie-là, il faut faire disparaître ces microbes-là. Et pour faire disparaître ces microbes, c'est justement les antibiotiques qu'on va utiliser. Donc, c'est une mauvaise façon de voir les choses en disant que les antibiotiques vont être responsables d'anémie. Non. Les antibiotiques sont utilisés même parfois dans le cadre du traitement des anémies inflammatoires, donc des anémies qu'on voit dans les situations infectieuses chroniques. L'anémie en elle-même n'est pas responsable directement de la prise du poids. Mais par contre, la maladie qui se cache derrière l'anémie peut être responsable de la prise du poids. Je donne un exemple. Si vous avez par exemple une maladie rénale, dans certaines maladies rénales, on peut avoir une prise de poids. On peut avoir une bouffissure du visage. On peut même avoir des œdèmes au niveau des membres inférieurs, pas simplement du poids. Et comme l'atteinte rénale, la maladie rénale, est également source d'anémie, on va avoir un patient qui est pâle, qui est joufflu, qui a pris du poids. On aura l'impression que c'est l'anémie qui est responsable de cette prise du poids, mais en réalité, ce n'est pas l'anémie directement qui est responsable de la prise du poids. C'est la maladie qui se cache derrière cette anémie qui est responsable de la prise du poids. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne traite jamais une anémie, on traite toujours la maladie qui est derrière. Donc, si on veut corriger par exemple l'anémie, dans ce cas-là, il faut aller traiter la maladie rénale qui est à l'origine de l'anémie et de la prise du poids. Alors, lorsqu'on est en situation d'anémie, il peut arriver effectivement qu'on ait recours à la transfusion. Comme je le dis toujours, ça c'est important de le répéter, la transfusion n'est pas le traitement de l'anémie. Ça c'est important. C'est un moyen qu'on utilise dans le traitement de l'anémie, mais ce n'est pas le traitement de l'anémie, ce n'est pas le traitement de fond de l'anémie. La transfusion est un acte médical que nous posons pour sortir le patient d'une situation de danger. Je vous explique. Lorsque vous êtes anémié, rappelez-vous, j'ai dit, l'anémie est définie par la diminution de la quantité d'hémoglobine, qui est un transporteur dont le rôle est de transporter l'oxygène. Donc si vous n'avez pas d'hémoglobine, vous n'avez pas suffisamment d'oxygène. Et si vous n'avez pas suffisamment d'oxygène, à partir d'un certain moment, certains organes vont commencer par souffrir. Le cerveau, le cœur, les poumons. Donc vous allez voir un patient qui est anémié par exemple, et qui vient en urgence,
qui a des difficultés pour respirer. Sa respiration est très rapide, très superficielle. Son cœur est très rapide, ça va tac, 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 ça se voit très facilement chez les enfants. Parfois même, le cerveau est touché et l'enfant est somnolent ou même dans le coma. On est en situation d'urgence. Ça s'appelle une anémie décompensée, une anémie mal tolérée. En ce moment précis, il faut courir pour trouver des globules rouges au patient parce que si on ne le fait pas, il va mourir. Donc la transfusion intervient dans ce cadre-là. C'est un moyen pour sortir le patient de la situation de danger pour une situation de sécurité. Mais une fois que vous avez mis votre patient en sécurité, il va falloir maintenant réfléchir à qu'est-ce qui a causé l'anémie. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous ne traitez pas la racine, les globules rouges que vous avez donnés vont disparaître bientôt. Et vous vous retrouvez encore dans une situation d'anémie. Pour faire le poids de la transfusion, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un donneur qui va venir au niveau de la banque de sang, qui va faire le don de son sang. Mais il y a un receveur qui peut en avoir besoin. Le problème, c'est ceci. Chaque fois que nous sortons de chez nous, nous avons une carte d'identité. Et cette carte d'identité permet de nous identifier, nous seuls, de façon unique. Les globules rouges ont également sur leur surface des substances qui permettent de les identifier de façon unique. La carte d'identité des globules rouges. Et les différentes molécules qui permettent d'identifier de façon formelle un globule rouge, de par sa nature, quand on les met ensemble, ça fait ce qu'on appelle le groupe sanguin. Et il existe plusieurs groupes sanguins. On peut citer O+, O-, A+, A-, B+, B-, etc., etc. Donc, il y a des marqueurs à la surface des globules rouges. Et pour pouvoir transfuser un patient, il faut absolument prendre en compte les marqueurs qui sont à la surface des globules rouges. Pourquoi? Parce que si vous mettez un chat et une souris ensemble, le chat va attraper la souris et va le dévorer. Donc c'est la même chose pour les globules rouges. Si vous mettez ensemble un globule rouge avec des substances présentes dans le corps de quelqu'un et que les deux ne sont pas compatibles, les substances vont s'attaquer au globule rouge et vont provoquer la destruction. C'est ce qu'on appelle l'incompatibilité. Donc nous, en matière de transfusion, on est obligé de vérifier qu'est-ce qu'il y a sur la surface des globules rouges du donneur. Qu'est-ce qu'il y a comme substance qu'on appelle des anticorps chez le receveur. Et la règle, c'est de ne jamais mettre ensemble des globules rouges portant des marqueurs pouvant être reconnus par des substances anticorps présents dans le sang du receveur. Autrement dit, vous les mettez ensemble, il y aura la bagarre, il y aura la guerre et les globules rouges vont être complètement détruits. C'est pour ça que chaque fois quand on fait la transfusion, on va faire le groupage sanguin du receveur, on va faire le groupage sanguin du donneur, on va voir est-ce que les deux sont compatibles. Est-ce qu'on peut prendre les globules rouges du donneur pour donner au receveur en toute sécurité? Parce que souvenez-vous, j'ai dit que la transfusion se fait en cas d'urgence. Si vous ne respectez pas les règles de compatibilité, en plus de l'urgence que le patient a, vous risquez encore de lui ajouter d'autres complications. Ce qui fait que, de façon systématique, on détermine les groupes sanguins, on voit s'il y a une compatibilité. Et s'il y a une compatibilité, en ce moment-là, on prend le globule rouge et on va donner au patient. C'est ainsi qu'il y a des règles de compatibilité. On va venir par exemple qu'un sujet O+ peut donner à un autre sujet O+, ce qui est logique. Un sujet A+ peut donner à un sujet A+, ce qui est logique. Mais on vous dira par exemple que le sujet A+ ne peut pas donner à un sujet B+, parce que entre les globules rouges et le sang du receveur, il risque d'avoir d'agglutination. Les globules rouges vont être totalement détruits et la réaction immunitaire, elle est très grave, elle peut même conduire à la mort. D'où la nécessité de toujours faire les compatibilités avant de transfuser le patient. Alors, mon premier conseil en matière d'anémie, c'est de toujours garder à l'esprit, on ne traite pas une anémie.
on traite là où les causes qui se cachent derrière l'anémie. Parce qu'il m'arrive parfois d'aller à la pharmacie et quand nos mamans arrivent à la pharmacie, donnez-moi un médicament pour le paludisme, donnez-moi un antibiotique, donnez-moi un médicament pour la fièvre et surtout, n'oubliez pas d'ajouter le fer. Attention, nous sommes en train de tuer à petit feu nos enfants parce qu'un enfant chez qui on n'a pas besoin du fer, lui donner du fer ne servira à rien. Au contraire, le fer va l'intoxiquer et ça va créer d'autres complications. On ne donne du fer dans une anémie que lorsqu'on a fait la preuve que le patient manque le fer et il y a des examens qu'il faut faire pour pouvoir le prouver avant même de proposer le fer. Donc il faut toujours garder à l'esprit que quand on fait de la fièvre, ce n'est pas systématiquement il faut ajouter du fer. Non, pas du tout. Il faut vraiment explorer les choses au cas par cas et savoir de quoi le patient a besoin avant de donner le fer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme nous l'avons dit tantôt, l'anémie est un problème de santé publique, mais c'est également un problème de développement. Je vous explique. Si vous prenez un enfant qui est anémié tout le temps, son cerveau ne va pas recevoir de l'oxygène. Et qui dit que le cerveau ne reçoit pas de l'oxygène, dit que le cerveau ne se développe pas correctement. L'enfant qui a un cerveau qui ne se développe pas correctement va avoir des troubles de croissance, va avoir un déficit psychomoteur. À l'école, il n'est pas concentré. À l'école, il ne retient pas correctement les leçons. Après, quand il part dans la vie active, il n'est pas compétent. Il n'est pas efficace dans son travail. Donc, vous quittez un problème de santé et vous arrivez à un problème de développement parce que, à l'âge adulte, cet enfant ne sait pas grand-chose. Et donc, nous avons une responsabilité en matière de prévention de l'anémie. Et en matière de prévention de l'anémie, justement, il ne faut pas oublier le paludisme, qui est un facteur prépondérant dans les cas d'anémie que nous recevons. Je vous ai dit tantôt, plus de la moitié des poches que nous utilisons au Bénin sont utilisées dans le paludisme. Donc nous avons une grande responsabilité en matière de lutte contre le paludisme. Cela passe nécessairement par dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, désinfecter les chambres avec des insecticides, les flaques d'eau autour des maisons, surtout en période pluvieuse. Actuellement, il y a des flaques d'eau un peu partout, il y a des herbes, il y a des déchets. Attention, il faut assainir son cadre environnemental pour éviter le paludisme et conséquemment réduire au maximum les cas de paludisme, donc réduire au maximum les cas d'anémie, et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir offrir le meilleur à chacun et à tous.